Voilà donc ce légendaire guerrier de l'espace. Salut à toi derrière ton écran. Bienvenue sur Origin Story. Tu es le premier, voire peut-être le seul, à mater cette petite chronique. Alors installe-toi confortablement, je vais te faire voyager au pays du manga. Fabulous, j'écoute. Salut mon copain, c'est moi, c'est Mysterious. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je te veux? Je suis assis confortablement, alors vas-y, fais-moi voyager. Non, en fait, je croyais que t'allais faire une de tes petites devinettes, c'est histoire d'ouvrir la festivité. Alors te fatigue pas, il n'y aura pas de petite devinette. C'est beaucoup trop relou comme concept. Dommage, moi je trouvais ça cool. Non, c'était juste un moyen pour toi de venir me casser les couilles. Mais non. T'es sûr que tu veux pas m'en lâcher une petite là, histoire de te dégourdir un peu? Je vais même t'en lâcher une grosse, histoire de te montrer comment je me dégourdis. Le confinement lui a pas réussi à ce connard. T'entends encore, abruti? Oh, pardon mon con. Bon, comme je te disais, je vais te faire voyager au pays du manga. Et pas n'importe lequel, celui qui a popularisé le genre en France grâce au Club Dorothée. Un de mes petits plaisirs coupables. Tout droit sorti de l'imagination du génial Akira Toriyama. Je parle du cultissime Dragon Ball Z. Bon, je ne vais pas te raconter les origines du manga dans son ensemble, mais celles d'un seul et unique personnage, que le temps a rendu culte. Tu parles de Vegeta? Perdu mon con. En plus, je t'ai dit que c'était fini les Ouais, Yamcha quand même. Non plus. Et je te répète, c'est fini les devinettes, connard. Putain qu'il est lourd. Bon, arrêtez-vous. Allez. Je vais te parler aujourd'hui du personnage le plus stéroïdé, le plus impressionnant, le plus cinglé, le plus terrifiant. Autant de qualificatifs pour te décrire le Super Saiyan de la légende. Dwayne Johnson. Alors de 1, Dwayne Johnson n'a rien à voir avec Dragon Ball. Et de 2, j'ai pas de 2. Non, en fait, je te parle de Broly. Et tu sais c'est qui Broly? Un Saiyan à la force gigantesque qui a survécu en même temps que son père à l'explosion de la planète Vegeta. Ils intègrent ensuite tous les deux l'armée de Freezer qui les emmène sur Terre pour mettre la misère à Goku et Vegeta. Oui, mais non. Bien sûr que si, j'ai vu le film. Dragon Ball Super Broly. Sorti le 14 décembre 2018 au Japon. Réalisé par Tatsuya Nagamine et écrit par Akira Toriyama. D'accord sur ce point, mais... Y a pas de mais, mon copain. C'est Akira Toriyama lui-même qui a écrit le scénar. Sauf qu'il s'agit d'une refonte du personnage de Broly. Moi, je veux te parler de la version originale. Celle du film Dragon Ball Z. Broly de DBS est la seule version à prendre en compte, mec. C'est celle de Toriyama. Impossible de discuter avec ce con. Je t'entends encore, connard. Déconne ce putain de téléphone. Bon, comme dans DBS, Broly est un survivant Saiyan et il est aussi accompagné de son père. Par contre, les deux versions diffèrent sur de nombreux éléments. Je t'explique.
Broly est apparu pour la première fois le 6 mars 1993 au cinéma au Japon dans le 8e film Dragon Ball Z, brûle, combat sanglant, combat ardent, super combat décisif. Bon, dans les années 90, les Japonais raffolaient des titres à rallonge qui n'en finissaient pas. En France, on a dû attendre 1995 pour découvrir cette petite pépite. Non pas, comme nos amis japonais, sur grand écran, mais directement en VHS, sous le titre de Broly le super guerrier. Simple, efficace et donc beaucoup plus facile à retenir. Je te laisse apprécier le travail formidable fourni à l'élaboration de l'affiche française. C'est de toute beauté. Mate-moi cette composition. Incroyable. Je te raconte pas la claque dans la gueule que j'ai pris quand j'ai vu pour la première fois ce film. Bon, pour ma défense, j'avais que 15 ans à l'époque, et j'étais complètement dingue de ce manga. Ah, ça sent bon le mec qui n'assume pas, ça. Pas du tout. Je remets dans le contexte, c'est tout. On n'a pas les mêmes exigences à 15 ans qu'à plus de 15 ans. Et en plus, il assume pas son âge, le vieux con. C'est impossible de discuter avec ce connard. Alors, faisons un petit tour du côté de l'histoire. Ça commence fort, la galaxie du Sud vole en éclats. Comme ça, pouf. Maître Kaio flippe sa race. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et là, bim, générique. On retrouve ensuite Goku et Chi-Chi qui font la queue pour inscrire Gohan dans une école privée. Parce qu'il ne faut pas déconner quand même. C'est bien beau de parcourir l'univers pour le sauver, mais un peu d'instruction ne ferait pas de mal à ce petit con. Après quelques recommandations de Chi-Chi, nos deux parents modèles se retrouvent enfin face au recruteur. Et vu que pas de bagarre, Goku s'emmerde ferme. C'est alors que Kaio contacte Goku par une sorte de télépathie Wi-Fi et le presse de le rejoindre. Ce dernier hésite un peu car elle sait qu'il risque de se faire défoncer la gueule par la daronne si jamais il la laisse en plan. Du coup, Kaio lui promet une grosse bouffe. Je te donnerai toute la nourriture que tu souhaites. Mais il faut que tu viennes vite, la planète Terre est menacée. Goku, grosse gueule, largue alors Chi-Chi et les recruteurs. Grand moment de solitude pour tout le monde. Madame Sangoku, pouvez-vous m'expliquer comment votre mari fait ça? Pendant ce temps-là, Krillin passe les auditions à l'aveugle. J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil. Oh. Waouh, quelle voix! On dirait que t'as un vécu phénoménal. C'est bien fait, hein. À vous. C'est à ce moment que débarque de nulle part un vaisseau spatial. En sort un sosie de Burt Reynolds accompagné par des centaines de gars chelous. Il s'adresse à Vegeta. Il se présente sous le blaze de Paragus et se prétend lui-même être aussi un Saiyan pure souche qui aurait survécu à l'explosion de la planète Vegeta. Il propose alors au prince de devenir le roi de leur nouvelle planète. Mais il s'en bat les couilles d'être roi Vegeta. Vegeta, lui, ce qu'il veut, c'est casser des bouches. Paragus lui cause alors du Super Saiyan de la légende qui a déjà détruit la galaxie du Sud. Rien de tel pour filer la trique au bad boy qui décide aussitôt de partir à la recherche de ce fameux guerrier. Monsieur fait son show. La Z-Team décide alors d'accompagner Vegeta dans sa virée. Pendant ce temps, notre Goku, le ventre plein, peut enfin écouter l'histoire de son maître. Kaio lui explique que la destruction de la galaxie du Sud est l'œuvre d'un guerrier surpuissant, bien plus puissant que Goku lui-même d'ailleurs. Ce dernier, en toute modestie, pense que c'est impossible. Tiens. Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez que c'est pas possible? Ni une, ni deux, le Saiyan décide lui aussi de partir à la recherche de ce fameux guerrier. Et pour la première fois, on voit à quoi ressemble la téléportation, c'est Shogun Tonight. À quelques planètes de là, Vegeta et sa clique font la rencontre de Broly, le fils de Paragus. Un grand gaillard du style statue grec, genre pas très viril, avec un regard qui sent la bœuf. Vegeta ne perd pas de temps avec les politesses d'usage et part aussitôt en compagnie du Gogol à la chasse aux Saiyans légendaires. Gohan, Trunks et Krillin font quant à eux le tour du propriétaire. Ils découvrent ainsi que la planète n'est rien d'autre qu'un camp de migrants sur laquelle Paragus exploite un peuple de crevards dont la planète a été balayée par le mystérieux guerrier. Nos trois héros décident de leur porter secours. Gabar est bien sûr défaite des méchants. C'est à ce moment que Goku arrive et se prend une patate de forain de la part de Krillin. Paragus, qui devait les surveiller en scred, se présente alors à Goku et les invite à bouffer.
Quelques instants plus tard, Vegeta, toujours accompagné du Gogol, est vénère car elle rentre brecouille, comme on dit dans le bouchonnois. 11h, ils sont toujours bredouilles. Ou plutôt broucouilles, comme on dit dans le bouchonnois. Aucune trace du mystérieux guerrier. Il échange quelques vannes avec Goku qui attendait tranquille leur retour. C'est à ce moment que Goku croise pour la première fois Broly. Et là, bim, coup de foudre de gros dur. Destinés, on était tous les deux destinés. Le grand neuneu se vénère et perd son regard de tox. Il est en mode déter. Une chose est sûre, il veut en découdre avec Goku. Paragus parvient in extremis à maîtriser la colère de son fils grâce à sa télécommande à tête de con. Tiens. Et si Broly était le Super Saiyan légendaire? Il se souvient alors que son rejeton et Goku étaient installés côte à côte à leur naissance, et que c'est à ce moment que Broly est devenu fou. Il ne supportait pas les pleurs de Goku. Tiens. Et si Broly était le Super Saiyan légendaire? Mais au final, Burt Reynolds se sent balosse car il sait qu'une comète va bientôt détruire la nouvelle planète Vegeta. Et son plan de conquérir la Terre sans la Z-Team dans les pattes se concrétise de plus en plus. Sauf que son fils, toujours envahi par la haine, fonce dans la chambre de Goku qui dort alors à point fermé. C'est pas pour lui faire un gros câlin. Non, monsieur veut en découdre, monsieur veut la bagarre. Goku comprend après quelques mois Washigiri que Broly lui veut du mal, mais surtout qu'il est le mystérieux guerrier que tout le monde recherche. Tiens. Et si Broly était le Super Saiyan légendaire? C'est un bug ou c'est que t'es lourd? Paragus met fin au combat une fois encore avec sa télécommande à tête de con. Le lendemain matin, Vegeta repart en chasse avec Broly. Goku fait sa balance et lance avec nonchalance à son pote que c'est le grand con qui l'accompagne qui se trouve être... Attention, roulement de tambour. Le Super Saiyan légendaire. Le Super Saiyan légendaire. Paragus essaie de convaincre Vegeta du ridicule de la chose. Il suffit de le regarder pour voir qu'il m'est inférieur. Comment serait-il le guerrier légendaire? Mais la colère de son conte-fils lève définitivement le voile sur sa réelle identité. Vegeta se transforme alors en Super Saiyan et ouvre le score en attaquant Broly. Ses coups brisent la coquille vide, Vegeta libère ainsi le Super Saiyan légendaire. Il en tombe à genoux, terrifié face à l'explosion de puissance du colosse. Jamais Vegeta ne fera un truc pareil. Vegeta ne s'agenouille que devant Dieu. Faux, archi faux. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que Vegeta se met à genoux. Mais on y reviendra plus tard. Paragus enfonce un peu plus le clou en racontant à Vegeta comment il l'a manipulé pour se venger de son daron. Un long combat commence alors entre le Colosse et la Z-Team. Malheureusement, ils ne peuvent rien contre la légende. Nos héros se transforment alors successivement en Super Saiyan. Broly, lui, détruit la planète des crevards pour la deuxième fois. C'est notre planète! Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il est méchant et que ça le fait marrer de détruire 2 fois la même planète. Commence alors un bon gros lynchage en règle pour Goku et sa bande. Tortue Géniale cherche à faire diversion en faisant l'idiot face à un Broly complètement stoïque. Mais en aucun cas ça ne fait rire la légende. Ce qui fait rire la légende, c'est d'humilier nos combattants en leur claquant des grands coups de tatane dans la gueule. Rien ne semble pouvoir arrêter le colosse. Même le Kamehameha passe pour une simple pichenette dans la gueule de Broly. Bien décidé à briser Goku, il envoie même une bouboule tueuse sur Gohan. Mais la bouboule tueuse est aussitôt déviée par un Piccolo qui sort de nulle part, et il se fait défoncer aussitôt. Vegeta est en plein burn-out en voyant son équipe se faire défoncer par le légendaire. Piccolo cherche alors à rebooster le bad boy avec une sorte de psychologie de comptoir, mais c'est sans espoir. Seul le chaos de Goku parvient à réveiller la rage du prince qui repasse enfin à l'action. Enfin pour quelques secondes car elle se fait vite ratatiner la gueule. Tout ça pour ça, v'là la loose. Le pouvoir de Broly ne cesse d'augmenter. Il est même obligé de cracher la purée pour se soulager un peu de son trop plein de puissance. Dit comme ça fait un peu bizarre. Bref, Broly est définitivement incontrôlable et bien supérieur à la Z-Team. Burt Reynolds se décide de larguer tout le monde et de décoller direction la Terre. Je regrette, mais tu vas devoir disparaître avec cette étoile. Comme ça, la comète va exploser la gueule de tout le monde,
Par la même occasion, il se débarrasse de son rejeton qui fait chier. Du coup, il n'aurait plus personne pour l'emmerder. Il aurait fait comment si Goku et Piccolo ne s'étaient pas pointés sur cette putain de planète? Parce qu'à la base, Paragus, il les avait complètement zappés. Et on s'en branle. De toute façon, Broly met à mal ses plans en l'écrasant comme une merde dans sa capsule spatiale. Périr de la main de mon propre fils, c'est terrible. Pourquoi faut-il que le destin s'acharne après moi? Adios le bolos. Et c'est dans un plan un peu western que Goku revient dans le game. Et là, bim, le Saiyan a une idée de génie. Il demande par télépathie. Alors, il faut savoir que dans DBZ, il communique souvent par télépathie. Parce que le portable, c'est un peu trop fragile pour la bagarre, tu vois, ça casse. Donc, il demande à son troupeau de moutons de lui refiler leur pouvoir afin de vaincre le monstre. Tous obéissent à leurs copains. Sauf Vegeta, qui fait encore sa grosse tête de con. Alors t'es gentil, tu dis rien sur Vegeta. Non mais, j'aime beaucoup Vegeta, mais il faut quand même reconnaître que c'est souvent à cause de lui que ça part en couille. Alors, pas de faire foutre, pas de Vegeta, pas de challenge. Vegeta, après avoir fait sa diva, finit quand même par suivre les autres en donnant à son tour son pouvoir à Goku. Oh, as-tu pu oser, espèce de misérable petit guerrier? Ce qui donne un power-up suffisant pour exploser le bidou du terrible Saiyan. C'en est fini de Broly. Goku parvient à téléporter toute la Z-Team dans le vaisseau qui est en partance pour la Terre. L'histoire se termine comme d'habitude sur une réplique de merde qui est censée nous faire rire. Ça me revient. Mon passe-temps favori, c'est la lecture. Voilà donc la première apparition de Broly. L'un des personnages les plus intéressants de l'univers Dragon Ball Z. Dans ce film en tout cas. Il est l'incarnation de la légende Saiyan. C'est vers la fin de l'arc Namek que Toriyama imagine une histoire, un mythe autour du peuple Saiyan. Et qui d'autre de mieux que Vegeta pour aborder le sujet le premier dans le tome 24 du manga. Vegeta est à ce moment le seul Saiyan vivant ayant connu la culture et les coutumes de sa planète. Il est devenu naturellement la mémoire de son peuple, une sorte de doyen. Doyen, mon cul, Vegeta veut casser des bouches et c'est tout. Pendant le combat contre le commando Ginyu, le prince évoque pour la première fois l'existence d'un Saiyan hors du commun, qui n'apparaîtrait que tous les 1000 ans et dont la puissance serait sans limite. Et pour lui, Goku en serait la parfaite incarnation. Et oui, son rival remplit tous les critères, il est effectivement en constante évolution. Ses progrès sont fulgurants. Goku semble sans limite. Pendant de longues années, Vegeta se crut le Saiyan le plus puissant de l'univers. Pendant toute son enfance, son paternel lui bourra le mou avec cette conviction. Il en avait donc naturellement conclu qu'il était ce fameux combattant. Pour lui, il était le prince, il était l'élite. Il était évident qu'il deviendrait la légende. Sauf qu'on ne devient pas la légende. On est la légende. Ou pas. Et pour Vegeta, c'était ou pas. Toutes les années, sous la coupe de Freezer, lui feront oublier toutes ses croyances. Pourtant, plus tard, face au tyran, il se prend à nouveau à rêver qu'il est le légendaire Super Saiyan. Effectivement, sa force augmente à chaque fois qu'il frôle la mort. Mais comme tous les Saiyans en fait. Ça n'est pas propre à sa personne. De plus, la supériorité évidente de Freezer lui fait perdre tout espoir. Il ne fait clairement pas le poids. C'est d'ailleurs la première fois où on voit Vegeta pleurer tellement il se sent minable. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors dans ce cas, ferme ta gueule alors. D'ailleurs, puis-je émettre une objection? Oui, bien sûr, tu peux. Tu n'as encore jamais affronté d'homme comme lui, Freezer. Il est plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Il a des pouvoirs surhumains. Il reconnaît même aux portes de la mort que Goku lui est de loin supérieur. Il met d'ailleurs en garde Freezer sur la puissance de gueudin de celui qui sera désormais son éternel rival. C'est d'ailleurs au cours de son combat contre le tyran que Goku deviendra Super Saiyan dans un accès de rage.
Et oui, Freezer a quand même crevé son copain Krillin sous ses yeux, pas cool. Voilà donc le nouveau Super Saiyan légendaire. Oui, mais non. Par la suite, un autre Super Saiyan apparaîtra. Il s'agira du fils de Vegeta. Puis ce sera au tour de Vegeta lui-même d'atteindre ce stade, suivi de Gohan à la suite d'un entraînement intensif dans la salle de l'esprit et du temps. Et la légende précise bien qu'il s'agit d'un seul et unique guerrier qui n'apparaîtrait que tous les 1000 ans. Et là, ils sont déjà 4. C'est de là que l'idée a germé dans la tête du réalisateur Yamoshi Shigeyasu et celle du scénariste Takao Koyama de développer une histoire autour du véritable Super Saiyan légendaire. Shigeyasu et Koyama imaginent alors 2 autres survivants de l'Holocauste Saiyan, un père et son fils, et c'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui car il sera l'incarnation de la légende Saiyan. Son jour de naissance sera le même que celui de Goku afin de créer une sorte de lien inconscient entre les deux. Il portera le nom de Broly, nom issu d'un légume, comme tous ceux de son peuple. Broly est sans doute inspiré du brocoli, d'où la couleur verdâtre de ses cheveux sous sa forme légendaire. Quant à son chara-design, c'est Akira Toriyama qui s'attelle à la tâche, avec l'aide de Tadayoshi Yamamuro, le nouveau directeur de l'animation chez la Toei, le meilleur animateur de la série dans les années 90, soit dit en passant. Sous sa forme d'origine, Toriyama dessine un Saiyan grand et musclé, avec des longs cheveux noirs. Il arbore plein de dorures qui lui donnent un air précieux. Il portait même à l'origine le célèbre attribut propre au Saiyan, la queue de singe, mais ce détail sera finalement retiré. Alors, je sais pas pourquoi, mais Paragus, lui, il a toujours la sienne. Bon, puis allez, sans branle de ça. Pour sa seconde forme, ses cheveux se dressent et virent au bleu, tout comme la couleur de ses yeux. Pas question de le confondre avec un Super Saiyan classique. Son aura est quant à elle de couleur verte. Son pouvoir est alors bridé par la télécommande à tête de con. Pour ce qui est de sa troisième forme, sa masse musculaire augmente considérablement et ses yeux se révulsent. Sa peau blanchit et ses cheveux passent au vert, la couleur du brocoli. Toriyama s'inspire d'ailleurs très largement de l'apparence de Trunk quand il pète un câble face à un Cell qui veut niquer la gueule à son daron. Toriyama peut se montrer un peu flemmard quand ça le saoule. Il faut quand même savoir qu'il voulait en finir avec Dragon Ball Z à la fin de l'arc Namek, à l'arrivée du Super Saiyan. Shigeyasu et Koyama veulent un Saiyan unique et c'est réussi. D'autres visuels de pré-production le montraient à l'origine avec une chevelure bleu foncé, qui n'est pas sans rappeler le SSJ Blue de DBS. Alors, hasard ou pas, Dieu seul le sait. Shigeyasu et Koyama ont réussi le pari de construire une histoire qui revisite le passé plutôt sombre du peuple Saiyan, sans créer toutefois de grosses incohérences à la trame principale. Ce Broly n'est pas canon, du con. Je sais bien que ce Broly n'est pas canon. Tous les antagonistes des films DBZ de l'époque étaient dans le même cas. N'empêche que l'histoire de ce film ne contredit aucun élément de la série contrairement à d'autres personnages comme Thalès, Slug, Cooler et tous les autres d'ailleurs. Les films étant réalisés en parallèle du manga, les auteurs ne connaissaient donc pas l'évolution de l'histoire principale. Et ils s'en battaient les couilles, c'était juste du fanservice. Broly n'est pas canon. Oui, ça j'ai bien compris, mais il aurait pu l'être. D'ailleurs, tu peux facilement replacer l'histoire dans la chronologie de la Il n'est pas canon. Putain, qu'il est relou. Toi aussi, connard. On pourrait toutefois situer l'histoire à peu de choses près dans l'arc Cell. Je me base au niveau de puissance de la Z-Team durant cette période. Trunk et Vegeta ont atteint le deuxième stade de Super Saiyan, quant à Goku et Gohan, ils n'ont pas encore atteint le stade de Super Saiyan Full Power. Mais tout ça, c'est que pure spéculation. Broly n'est pas canon, du con. Mais ça j'ai bien compris. Hein? Alors, passons à la suite. Yamoshi Shigeyasu et Takao Koyama développent une histoire forte, celle d'un père qui défie la volonté d'un roi pour sauver la vie de son fils. Ayant un potentiel supérieur à celui de Vegeta, Broly devient alors une sérieuse menace pour la famille royale. Malgré tous ses talents de persuasion, ce dernier l'élimine et scelle son sort à celui de son fils Broly. Le roi assène un coup de poignard dans le cœur du bébé. Il se débarrasse ainsi des 2 cailloux dans sa royale chaussure.
Seulement, le pouvoir du nourrisson est déjà assez grand pour les sauver, lui et son daron, de la destruction de la planète Vegeta. Les germes de la vengeance sont maintenant plantés. Car le fil conducteur est bel et bien la vengeance, dont l'instrument n'est autre que Broly, un être malfaisant que seul Paragus parvient tout de même à maîtriser et à manipuler à sa guise avec sa télécommande à tête de con. Ça rappelle un peu l'histoire du général Zod dans Superman 2. Ah ouais, tu trouves? Ben oui, regarde. Comme Burt Reynolds, Zod est condamné à l'exil avec ses gars sûrs par Jor-El. La planète Krypton explose avec tous ses habitants, sauf les exilés prisonniers de leur bout de verre, et Superman que Jor-El a sauvé en l'envoyant sur Terre. Du coup, quand Zod parvient à se libérer avec sa bande, il veut sa revanche sur Jor-El. Mais Pépère est mouru. Du coup, c'est sa descendance, donc Superman qui doit payer la note. Pas con. Pour le compte tué. Beaucoup d'éléments de DBZ montrent que Toriyama s'est souvent inspiré d'autres œuvres. Par exemple, Goku ou Kakarot est envoyé sur Terre et devient son protecteur. Ça rappelle purement et simplement Superman. La seconde forme de Freezer rappelle le xénomorphe de la saga Alien. Et dans l'arc des cyborgs, l'histoire du voyage dans le temps et le futur ravagé par des machines n'est pas sans rappeler l'univers de Cameron dans Terminator, dans lequel Trunk serait le Kylo Reese made in Toriyama. Le sergent métallique de l'armée du ruban rouge, c'est clairement le T-800. Alors je pense que c'est plus une inspiration assumée de la part de Toriyama qu'un réel plagiat. J'en doute pas. Mais n'empêche que rien du tout. C'est un hommage, point barre. Yamoshi Shigeyasu et Takao Koyama ont créé un personnage qui a fasciné les fans. Sa popularité est telle qu'il apparaîtra dans 2 suites. DBZ, duo risqué, le super guerrier n'a pas de répit. Sorti au cinéma au Japon le 12 mars 1994. En France, le film sort en salle le 16 octobre 1996. Le titre est traduit par Le Retour de Broly, puis est rebaptisé Rivaux dangereux. La même équipe dirige les opérations. Pourtant, le résultat est loin d'être au rendez-vous. Ce film manque cruellement d'inspiration. Il est clairement oubliable. Et il manque Vegeta en plus. Il manque Vegeta effectivement. Et Goku n'y fait qu'une brève apparition. Mais le problème n'est pas dû seulement à l'absence des 2 Saiyans. Yamoshi Shigeyasu et Takao Koyama ont fait du pur fanservice. Ils ont ramené Broly à la vie pour faire du fric. La plus mauvaise des motivations à mon goût. Broly a perdu de sa cruauté et du coup tout son charisme. On a l'impression d'être en face d'un alcoolique anonyme. Une version light du Super Saiyan légendaire. J'ai fait pipi dans ma culotte. Oh. Il n'y a aucun enjeu, à aucun moment on a l'impression que la Terre est en danger. Pas une seule ville ravagée, aucune victime. Et non, l'action se déroule dans un lieu reculé. Même le village de Kosanguin n'est pas inquiété par la menace saïenne. À aucun moment on craint non plus pour la vie des 2 autres petits cons. On a l'impression de voir 2 gamins chahuter avec un tonton un peu bourrin. Sans parler des 2 autres personnages, Videl ne sert à rien et Gohan est complètement fadasse, comme Broly au final. Oh, est-ce que ça va, Videl? Et la voix française de Broly a été changée, il me semble. C'est vrai, ils ont changé le doubleur. Ça n'est plus Mark Lesser qui double le légendaire Super Saiyan. Mark Lesser qui double aussi Trunk du futur et Gohan adulte. Il est aussi la voix de Johnny Depp dans 21 Jump Street et de Sacha Mitchell dans la série Notre Belle Famille. Pour cette suite, c'est Thierry Redler qui endosse le rôle du colosse. Tu sais, Mark, le voisin relou dans Les Filles d'à côté. Il assure le taf malgré un manque de dialogue évident et des erreurs de traduction qui rendent la version française un petit peu ridicule. C'est toi un cachalot. C'est un cachalot. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis pas un cachalot. Vous devriez mettre des lunettes. Je suis pas un cachalot. C'est toi un cachalot. Je vais me venger. Tu vas payer. Je t'ai enfin retrouvé, cachalot. Pour l'anecdote, Thierry Redler fut le premier à interpréter Goku au début de Dragon Ball Z, avant d'être remplacé par Patrick Borg. Bon, il y a quand même de bonnes choses dans ce film. Tiens bon mon chéri, je sais comment te sortir de là, j'ai un plan. Esthétiquement parlant, j'aime beaucoup ce film. L'animation est plutôt soignée, les chara-designs sont réussis, Tadayoshi Yamamuro est au sommet de son art. Il dessine un Broly qui déchire, qui a de la gueule.
Vous me faites perdre mon temps, c'est pas à vous que j'en veux. Et pour sa troisième apparition, c'est compliqué. Ah ouais? Et pourquoi tu dis ça? Dans le film DBZ, le super guerrier défait, celui qui gagnera, ce sera moi, connu en France sous le titre de Yo Broly ou encore Attack Super Warrior, il ne s'agit pas vraiment de Broly, mais d'un clone. Un clone qui ressemble à une gastro-entérite sur pattes, donc pour moi ça compte pour du beurre. Ce film n'apporte absolument rien au personnage, il est pire que le film précédent, à oublier aussi. Et pour combattre une gastro sur pattes, rien de tel que du spectacle. Bon, ton humour est au niveau du film. Foireux. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je t'emmerde, connard. C'est un grand pouvoir de pouvoir lui faire fermer sa gueule rien qu'en raccrochant. Et un grand pouvoir demande de grandes responsabilités. Et moi, j'ai le pouvoir de te faire chier. Donc, je ne vois rien d'autre à dire sur ce film. Broly est par la suite apparu dans la majorité des jeux vidéo développés par Bandai. Broly y apparaît sous toutes ses formes. Du pur fanservice une fois encore. On peut dire que la Toei Animation a maximisé le potentiel mercantile de leur création. La popularité de Broly est telle que Toriyama décide finalement de l'intégrer à l'intrigue de Dragon Ball Super 26 ans plus tard, dans le film Dragon Ball Super Broly. Pour moi, le Broly de DBS est le seul qui mérite d'exister. Ce film mérite une chronique tout entière. Tellement il y a à en dire. Toriyama a foutu un bordel incroyable dans son œuvre, quitte à se contredire. Tellement dommage. C'est son œuvre, hein, il fait ce qu'il veut avec. Ouais, c'est vrai, mais du coup, ce film m'a rendu perplexe. Ça ressemble vraiment à du fanservice. Bon, ce film reste malgré tout très agréable à regarder, mais... Voilà, quoi. Bon, on va passer à la conclusion. Il s'agit pour moi d'un antagoniste inoubliable et incontournable de l'univers DBZ. Son passé tragique n'a laissé aucun de ses fans indifférents. De par ses origines, son destin est donc naturellement lié à celui de nos amis Saiyans. Il faut dire que Toriyama nous a préparé malgré lui à l'arrivée de Broly depuis l'arc Namek. Même si c'est de sa plume qu'est sorti son chara-design, Toriyama n'en est pas pour autant son créateur. Et quelle surprise pour la communauté de fans de découvrir que le Super Saiyan légendaire n'était pas Goku mais un illustre inconnu. Un Saiyan de caste inférieure, qui se trouve être l'élu que Vegeta croyait être. Ce personnage a séduit de plus en plus de fans à travers le temps. C'est la raison pour laquelle Toriyama décide finalement de l'intégrer à l'intrigue principale de Dragon Ball Super à travers un film. La boucle est maintenant bouclée. J'espère que cette petite chronique t'a plu et que tu n'as pas passé un moment trop désagréable avec nous. Moi, perso, ça m'a plu. Je vais la liker avec plaisir et m'abonner à notre chaîne. Oui, c'est bien. En attendant, toi derrière ton écran, je t'invite à appuyer sur le petit pouce bleu, à commenter et pense à t'abonner. Si tu as fait toutes ces choses, je te remercie et je te souhaite tout le bonheur du monde. Sinon, tant pis. Ciao. Salut.